Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Au cas où t'es raté 2023, on a beaucoup parlé d'IA, notamment autour des métiers du marketing, parce que ça va progressivement entrer dans les pratiques et pas mal bouleverser un petit peu le quotidien de ce qu'on est capable de faire. Les premiers cas d'usage auxquels on pense naturellement, c'est la création de contenu, le SEO, mais il y a plein de choses que tu peux faire autour de l'IA et autour des métiers du market qui sont bien plus intéressantes aussi que simplement produire du contenu. Pour voir un petit peu justement les différents cas d'usage qu'il est intéressant d'aborder, je suis aujourd'hui avec Elodie Chenol, qui est formatrice et consultante IA. Bonjour Elodie. Bonjour Axel, merci de me recevoir sur ton podcast. Écoute, Euh, c'est un plaisir. J'allais dire, pardon, je te coupe dès le début, comme ça, tu vois, c'est comme ça, on est bien Allez, bim. accueillis, il n'y a pas de souci. Mais au moins, ça permet de montrer qui c'est le patron, tu vois. Voilà, bon, blague à part. Du coup, j'allais dire, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Le sujet de l'IA, c'est vrai que bon, bah, on l'a poncé, enfin, tout le monde en a parlé, on en voit un peu partout. J'avais fait un épisode d'ailleurs sur le podcast qui était pas mal axé SEO, donc on en parlera rapidement, mais on va s'intéresser un petit peu à d'autres cas d'usage ensemble. Du coup, on va avoir l'occasion de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, mais juste avant, bah, je vais peut-être te laisser du coup te présenter en quelques mots si tu veux, du coup expliquer un petit peu qui tu es, peut-être à l'audience. Très bien, je te remercie. Oui, avec grand plaisir. Moi, j'ai donc plus de 20 ans d'expérience dans le marketing digital. J'ai bossé chez Yahoo. J'ai travaillé en start-up de développement d'applications mobiles à l'époque de l'arrivée du smartphone en France, donc vraiment pionnière du mobile. Et j'ai passé 10 ans chez Mercedes où j'ai monté toute la stratégie digitale au B2C avec la voiture et puis après au B2B dans le monde du camion. Et depuis 4 ans, j'ai décidé de transmettre un maximum de personnes tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années et de devenir formatrice en marketing digital et en intelligence artificielle. Alors, petite précision, je me suis formée chez MIT, je me suis formée chez IBM pour parler IA, pour qu'on puisse quand même aller un cran plus loin que de générer des prompts ensemble. Très cool. Et effectivement, tu fais bien de le dire. Effectivement, asseoir un petit peu sa crédibilité, ça sert toujours quand on veut expliquer derrière un petit peu comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on va parler IA et marketing. Euh, voilà, je le disais dans un précédent épisode, on a déjà parlé un petit peu du sujet SEO, comment ça peut aider à créer du contenu et tout. Je voulais quand même juste revenir 2 secondes sur le sujet avec toi, pas tant sur la création de contenu, mais plutôt sur les impacts que ça va avoir en termes de SEO. C'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu tous les deux, mais notamment via la génération de réponses directement dans les moteurs de recherche, on voit bien que en termes de visibilité, pour les entreprises qui ont massivement investi sur le SEO et qui développaient beaucoup de trafic par là, ça va peut-être certainement avoir un impact important. Alors, il va y avoir plusieurs impacts. Le premier, c'est le changement de la nouvelle génération d'usage avec les moteurs de recherche. Mmh. Les jeunes, ils vont chercher des informations sur TikTok. Ouais. Les un peu moins jeunes, ils vont chercher des informations sur ChatGPT, Perplexity, enfin des outils d'IA. Donc en fait, Google est en train de perdre du trafic. Et donc Google a répondu à ça en sortant une nouvelle application où ils vont rajouter de l'IA dans la recherche pour qu'ils puissent proposer des éléments de recherche boostés à l'IA, un peu comme un ChatGPT. Donc, ils sont en train de faire des tests, c'est pas forcément très concluant en ce moment. Donc, le SEO, de manière générale, il va quand même assez, je pense, être transformé avec ces nouveaux usages. Maintenant, techniquement, de mettre des mots-clés pour que ça remonte avec une hiérarchisation des informations, ça bougera pas. Et l'avantage, c'est que les outils d'IA peuvent t'aider, en fait, concrètement,
à mettre les bons mots-clés, à hiérarchiser comme il faut l'information. Moi, je l'ai fait pour une cliente. Elle avait besoin d'avoir plus de vues sur YouTube. Et j'ai repassé à la moulinette ChatGPT tous ces descriptifs de vidéos qui étaient hyper fournis. Donc, j'avais déjà de la bonne data d'entrée Hmm. qui m'a permis de proposer en sortie des contenus optimisés SEO. La machine parle à la machine, donc généralement, moi, je pars du principe qu'ils se comprennent pas mal. Et ça a permis d'avoir des résultats assez flagrants et assez rapides. Donc l'avenir du SEO, il va être de pair avec les machines parce que c'est elles, de toute façon, qui comprendront le mieux comment se parler entre elles. Si Ok. je faisais des gros raccourcis, pardon à tous les experts SEO qui m'écoutent parce que là, ils sont en train de bondir sur leur chaise. Évidemment, votre expertise, elle est hyper valorisante parce qu'il faut savoir si c'est correct. Mais d'avoir un outil puissant, ça permettra de gagner du temps. Oui, c'est ce que tu dis, il n'est pas question de remplacer entièrement, et de toute façon, les experts, c'est ceux qui seront le plus à même, en tout cas, de réussir à poser les bonnes questions ou à bien utiliser l'IA pour arriver au résultat voulu, quoi. Et clairement, c'est le défi, hein, tu l'as dit. Si on devait retenir une phrase de ce podcast, c'est comment tu donnes l'information correctement à l'outil pour obtenir le résultat escompté. Écoute, bah, on peut en rester là. Voilà, Du merci, au coup, revoir. c'était un plaisir. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, effectivement, déjà, quand on parle de SEO, tu l'as dit, effectivement, d'abord on pense à Google, mais effectivement, YouTube c'est un moteur de recherche, TikTok c'est un moteur de recherche, et on voit bien que déjà les pratiques elles évoluent autour de ça. Et effectivement, il y a tous les gens qui, comme moi, par exemple, des fois, vont poser une question dans le chat GPT pour avoir une réponse au lieu d'avoir là pour le coup, tu as un moteur de réponse au lieu d'avoir un moteur de recherche. Donc on voit bien que déjà dans la pratique ça change, quoi. Complètement. Bah, il y en a un qui a tout compris, c'est Perplexity. Si tu l'as pas utilisé, je t'invite à le tester. Mm. Parce que lui, il te fournit des réponses comme ChatGPT, mais plus court, parce que ChatGPT, il est sympa, mais il est bavard. Ouais. Moi, je le trouve hyper bavard. Et l'avantage de Perplexity, c'est que tu as du contenu et tu as les articles sourcés directement. Et je pense que Google travaille à une sorte de réponse un peu à la Perplexity pour que ce soit la même qualité de rendu. Mais oui, tu as un moteur de réponse au lieu d'avoir un moteur de recherche. Le piège de ChatGPT, je suis obligée de le dire, attention, les sources parfois ne sont pas réelles, sont même, on appelle ça les hallucinations. Mm. Il va te proposer quelque chose, mais en fait, c'est pas vrai. Donc, il faut toujours aller vérifier avec ChatGPT si l'information, elle existe vraiment et si la source, elle existe vraiment. Je sais pas Ok. si tu as entendu parler, si je peux faire Ouais. un petit aparté sur l'avocat aux États-Unis. Oui, oui. Vas-y, raconte-le, mais Bah, je connais l'histoire, elle est géniale. en la faisant très courte, il a fait son plaidoyer sur ChatGPT. ChatGPT lui a sorti un cas de jurisprudence qui n'existait pas, sauf que l'avocat n'a pas vérifié. Il s'est fait toper. Je sais pas si c'est le juge enfin, je sais pas qui a capté, mais en tout cas, il s'est fait toper. Et alors, je sais pas où en est l'histoire, s'il est en prison ou pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est pas prêt de refaire une plaidoirie demain. Et en fait, du coup, ça a complètement décrédibilisé sa carrière, en fait. Bah, Donc c'est là, clair, c'est en termes vraiment de un exemple extrême. crédibilité, là t'es mal derrière. Mais ouais, ça c'est intéressant, tu vois, c'est effectivement quand on en parle, c'était déjà avec Bard à l'époque, du coup sur Google, on en avait parlé un petit peu dans un épisode précédent aussi. C'est un peu ça l'enjeu au final, quand on parle de SEO par rapport à la recherche organique sur Google, comme on peut le pratiquer aujourd'hui, ça va peut-être être de figurer justement dans les sources que vont être capables d'aller citer les moteurs de réponse. Enfin, du coup, le jour où Google aura mis de l'IA dans ses réponses, qu'on va voir apparaître les réponses toutes formées, c'est ça l'enjeu, c'est de crédibiliser la réponse par des sources. Et du coup, à ce moment-là, peut-être qu'on va plus optimiser pour apparaître en première position, mais qu'on va chercher, du coup, ça va être ça, en fait, comment est-ce que Google va aller sélectionner les articles dans lesquels il va puiser l'information et pour remonter dans ses sources dans cette partie-là, quoi. Ouais, c'est clair que c'est un des enjeux. Alors, je sais pas comment fonctionne Perplexity dans le détail, puisque c'est ce que fait Perplexity. Mm. Mais c'est vrai que ceux qui font le minimum du SEO en se disant j'ai des articles de blog et ça va faire le taf, va falloir aller un cran au-dessus et vraiment l'optimiser, je pense, en récence d'information, en autorité. Marketing d'autorité, là, il aura un grand rôle à jouer. Et après, comprendre comment fonctionne, et ça, c'est un vrai enjeu et on n'a pas les réponses aujourd'hui, les moteurs de réponse IA pour sélectionner tel ou tel article plutôt qu'un autre. Ouais, c'est clair. Et puis tu vois, je pense que c'est là où ça va faire très mal aussi, c'est tous ceux qui faisaient du SEO un peu crade sur des mots-clés de définition, tu vois, en bourrant le mot-clé, et puis au final où tu as des articles où tu as très peu d'expertise, mais qui sont des contenus génériques, un peu définition, comme tu peux le voir dans un glossaire, quoi, par exemple, qui était une très bonne technique à une époque pour aller chercher des mots-clés assez simples informatifs. Euh, Là, pour le coup, tout ça, ça va très clairement certainement se faire toper par les réponses IA, parce que du coup, tu vas être capable d'avoir des réponses assez
assez pragmatique, on va dire directement. Alors que du coup, on va peut-être devoir retravailler justement un petit peu l'expertise qu'on est capable de mettre derrière dans le contenu et ramener plus de qualité aussi au final pour se démarquer par ça, plutôt que. Enfin bon, bref, voilà. C'est les réflexions sur le contenu, on n'a pas fini en tout cas. Bah, c'est super intéressant et il y a un autre biais, auquel il va falloir faire attention, c'est qu'il y a de plus en plus de contenus d'articles produits directement par l'IA Ouais. et donc pour revenir à ce que tu disais sur la qualité, comment on fait la différence entre un contenu produit par de l'IA et un contenu produit par un humain qui apporte une vraie expertise derrière? Mmh. Ouais, mais ça, tu vois, c'est tout le jeu de, en fait, utiliser l'IA pour créer du contenu. Enfin, soit tu l'utilises comme une assistance, soit tu le fais créer à 100%, on va dire, entre guillemets. Mais c'est vrai que moi, quand je travaillais avec des clients, des trucs comme ça, où on utilisait de l'IA pour aller générer des articles, en fait, c'est un support, quoi. Ça me permet d'aller plus vite, tu vois. Je testais, je faisais mon plan d'article. Euh, je voyais ce que me proposait ChatGPT aussi par rapport à ça, pour mon mot-clé, ma problématique, mais derrière, je le faisais challenger par un expert qui allait me remodifier deux, trois trucs, et puis après, mettre les bullet points dans le texte pour générer des drafts de résumés qui étaient en plus derrière relus, challengés par l'expert et complétés pour rajouter derrière quelque chose que l'IA n'est pas capable de sortir au final. C'est là aussi que tu vois un petit peu dans la création de contenu comment ça peut aider plutôt que remplacer. Et c'est sûr que si tu fais créer 100% un article par ChatGPT, bon, c'est limité, quoi. Enfin, bref. Ah non, mais c'est clair, je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, on pourrait refaire tout un épisode sur la création de contenu, mais j'ai dit qu'on ferait pas ça. Donc je vais essayer d'aborder un autre sujet. On le disait, le SEO, c'est pas la seule application connue pour l'IA. Il y en a qui s'en servent dans la gestion du CRM pour enrichir, segmenter les bases de données. Est-ce que tu peux me détailler un petit peu justement comment est-ce que l'IA elle peut jouer un rôle là-dedans? Alors, je vais même faire mieux, je vais détailler plusieurs cas d'IA, dans le marketing, parce qu'il y a le CRM. Effectivement, on peut mettre une couche, d'IA pour, faire une segmentation en fonction des comportements des consommateurs. On va plutôt parler d'analyse prédictive. Par exemple, tel consommateur a telle typologie d'achat, donc il est dans mon CRM parce que, imaginons que je vends du produit B2C, que c'est un cycle court, d'achat et Mhm. donc je vais lui proposer, assez, fréquemment des modèles. Je vais le mettre dans mon CRM pour pouvoir, automatiser une campagne. Dans l'idéal, en fait, d'avoir un CRM avec des analyses prédictives, c'est d'avoir une automatisation derrière quand on parle de Mhm. vente courte et du coup de proposer, un modèle qui va te dire, par exemple, je me prends comme exemple, j'achète des produits de beauté chez Sephora et je dis n'importe quoi, tous les 3 mois, j'achète le même mascara et bah, Mhm. au lieu d'attendre, d'arriver au bout de ce mascara et d'avoir l'option de changer de marque ou de changer de boutique, eh bien, je vais avoir le CRM qui va se dire: «Ouh là là, attention, on arrive bientôt à la date fatidique, on va lui envoyer une petite promo, comme ça, c'est sûr qu'elle achète chez nous» et tu vois, tu as ton Mhm. cycle qui est comme ça bouclé et tu as des segmentations parce que là, j'ai pris un produit de beauté. Imaginons qu'il y ait les cheveux, qu'il y ait les machins, qu'il y ait des cycles différents, en fait, chacun, en fonction des comportements et bah, tu fais, des cycles pour le même client avec des comportements en fonction des produits et des offres vraiment ciblées en fonction, de ce qu'il a l'habitude d'acheter. Et ça, c'est possible avec un humain, évidemment, Mhm. mais c'est beaucoup plus rapide avec de l'IA puisque il faut lui donner l'IA pour que ça fonctionne de la donnée. Donc tu lui donnes de la donnée qui est déjà qualifiée dans ton CRM et ensuite elle te donnera, donc plugué avec un outil d'emailing, elle te donnera les emailings adaptés avec la fréquence adaptée et tu auras plus qu'à appuyer sur un bouton. Mais ça, quand tu parles de cet exemple-là, là, concrètement, comment ça se passe? Tu as des outils assistés d'IA qui vont intégrer, ou alors c'est des CRM qui intègrent des fonctionnalités, ou alors tu fais des exports que tu passes dans le chat GPT pour analyser les données pour qu'il te donne des trucs que tu vas Alors réinput dans le CRM. ouais, tu as des outils qui existent. Tu as Salesforce qui a de l'IA avec Einstein. Donc Ok. là, c'est directement dans l'outil. Après, je connais pas tous les outils Ouais, liés ouais. spécifiquement au CRM, mais il y a pas mal d'outils qui peuvent te permettre effectivement de te plugger. Heu, mis à part enfin Salesforce et Einstein, c'est vraiment le leader sur le marché. C'est un des premiers à avoir lancé, cette solution. Après, je pense que des, petits acteurs, pardon pour le mot petit, mais sur des, Brevo qui vont Mhm. rajouter une petite couche d'IA, Mailchimp, je suis sûre qu'ils ont rajouté une couche d'IA. En fait, ils vont Mhm. tous y venir pour pouvoir te proposer un lien avec ton CRM et un lien avec, ton automatisation derrière. Ouais, ouais. C'est vrai que tu vois, sans parler d'IA, c'est déjà des trucs qu'on voulait voir, parce que moi, c'est par exemple chez Pledzi que j'utilise. Ils ont une espèce de campagne intelligente, si tu veux, qui va aller nurturer les personnes automatiquement en fonction du scoring et puis de ce qu'elle a consulté sur ton site.
tu vois, mais c'est une fonctionnalité qui est assez vieille. Du coup, je pense qu'ils ont jamais osé l'appeler IA, tu vois. Mais enfin, mais que c'est la campagne intelligente. Mais c'est pour moi ce qui a toujours fait de différence, tu vois, avec les autres outils de marketing automation, par exemple, B2B que j'ai pu utiliser, quoi. C'est pour ça que j'aimais bien celui-là déjà. Donc on s'en rapproche en fait. Au final, ce que tu dis, c'est ça, c'est un nurturing personnalisé et des campagnes qui sont déclenchées automatiquement selon des profils et des comportements en fait. Bah, en fait, l'IA, c'est pas une baguette magique et c'est super intéressant ce que tu dis parce que, en fait, il y a déjà plein de choses qui existent depuis longtemps. Là, aujourd'hui, il y a un engouement, avec, l'IA générative parce que, du coup, c'est accessible à tout le monde et tout le monde peut l'implémenter dans son entreprise. Mais tu avais déjà des couches d'IA dans plein de domaines et là, quand tu rajoutes une couche d'IA sur une analyse prédictive, tu rends une automatisation plus simple. Mais finalement, par rapport à ce que tu faisais déjà sur ton nurturing, effectivement, on peut l'appeler IA et on peut le mettre en application sur d'autres comportements. Hmm. Ok, très cool. Du coup, je t'ai coupé, tu disais plusieurs cas d'usage. Oui, il y a, la personnalisation. Alors ça peut rentrer dans le CRM, une fois que tu as fait l'analyse et de la segmentation. Je te disais effectivement, la personnalisation par produit et cetera. Mais il y a aussi la personnalisation, ça peut paraître hyper couillon ce que je vais dire et je suis désolée, mais j'ai des clients que j'ai formés qui savaient pas qu'ils pouvaient personnaliser un emailing en mettant, le prénom. Ouais. Et en fait, si ça, tu l'automatises en amont dans la machine, alors ça peut paraître des fois, en fait, il y a des évidences, on a des biais en tant que marketeuse, c'est qu'on fait des choses depuis des années et on pense que tout le monde le sait et que tout le monde fait la même chose. Hmm. Et en réalité, de prendre des outils d'IA qui te disent: «Attention, est-ce que, par exemple, je fais mon mail sur ChatGPT, et tu as bien mis une personnalisation ou tu as bien mis ci ou ça», bah, ça te permet de te poser des questions et de pouvoir le mettre après, dans l'outil. Maintenant, c'est pas le plus puissant, c'est effectivement le plus puissant, c'est la personnalisation par rapport aux produits que je vais consommer et par rapport, à mon comportement d'achat. Ça, c'est clair. Après, l'automatisation, on en a parlé, je vais pas revenir dessus. Si ce n'est que l'automatisation que tu mets en place pour tes emailing, tu peux aussi la mettre en place pour tes réseaux sociaux et ta publicité en ligne. Tu parlais de nurturing tout à l'heure, tu Hmm. peux très bien mettre en place un système qui dit que au moment où je vais acheter, mon mascara, pour reprendre cet exemple, eh bien, je vais recevoir un emailing de 10 mais je vais aussi être targetée sur Instagram qui va me proposer d'acheter ce mascara pour me donner envie d'aller plus loin. Et puis, pour être sûr que je le vois, ça va être sponsorisé et donc il y a vraiment tout un écosystème qui peut se créer autour de la relation que tu veux créer, comment tu veux nourrir ton client pour qu'il continue d'acheter. Et ce qui est cool aussi, c'est que tu peux, avec ces outils, avoir des optimisations de campagne, puisque l'IA aime bien l'A/B testing. Alors, faut avoir quelque chose qui te permette de faire l'A/B Mhm. testing. Sinon, à l'ancienne, tu testes pendant quelque temps quelque chose, tu vois les résultats, tu testes autre chose. Mais généralement, les outils vont quand même te proposer des améliorations sur l'investissement. Donc ça, c'est pas mal en termes de budget. Si tu mets trop d'argent sur, alors j'ai envie de dire un mot-clé, mais ou même, un format et que finalement il y a pas les performances derrière, l'outil va être en capacité de te dire: «Fais plutôt ci ou ça». Ouais. Après il y a aussi, alors j'en ai plein des cas d'usage, il y a le service client avec des chatbots. Tu vois, ça c'est un exemple que j'aime bien aussi parce que les chatbots ça existe depuis toujours, enfin depuis Ouais. longtemps et en fait tout le monde dit aujourd'hui: «Oui, avec l'IA tu peux créer ton chatbot». C'est vrai, tu pouvais déjà créer ton chatbot et en fait l'IA générative, ce qu'elle va changer dans la création de ce chatbot et notamment d'échanges avec le service client, c'est que tu vas avoir un langage naturel. Et c'est ça, Ouais. en fait. Si tu veux, tu améliores des choses qui existent déjà. On rénove pas, on n'innove pas en créant des chatbots. On crée des chatbots améliorés qui vont te permettre d'avoir une conversation plus ou moins naturelle avec le chatbot. Ouais, le truc, c'est qu'en plus, ça va facilement, typiquement, là-dedans, aller piocher dans la base de données des réponses qui existent déjà, dans tout le traitement des cas, pour aller, du coup, chercher des réponses plus adaptées, et puis, comme tu dis, mieux formulées, parce que ça paraît plus naturel, quoi. Je reviens, mais sur ce que tu disais par rapport à l'emailing, tu vois, c'est vrai, dans la personnalisation, il y a une boîte que j'aime beaucoup, moi, sur ce qu'ils font par rapport au marketing, c'est Lavender AI. Je sais pas si tu connais. Bon, ils ont fait plein de trucs. J'avais fait une newsletter sur eux parce qu'ils sont un peu, en termes de content marketing, enfin, ils sont c'est très marrant ce qu'ils font. Et du coup, c'est un outil, c'est un coach d'emailing, de prospection. En fait, du coup, c'est une IA qui va analyser tes emails de prospection pour te proposer des améliorations, justement, pour être performant, quoi. Et C'est écrire de génial! meilleurs emails. Et ouais, c'est très bien. Et en plus, en termes de content marketing, ils font des trucs de ouf. Ils ont créé une espèce de Netflix, d'une plateforme, tu vois, de vidéos hébergées chez eux, où ils ont plusieurs petites mini-séries. Donc, t'as des cours
t'as des trucs très informatifs, tu vois, sur comment est-ce qu'on fait des bons call mail, machin, il les décrypte et tout. Puis t'as des séries qui sont complètement décalées aussi, où t'as Lavender Joe notamment. C'est un mec, en fait, ils l'ont mis dans la rue, tu vois, mais c'est vraiment, hein, du coup, c'est des vidéos. Et t'as le mec dans la rue et il aborde les gens comme avec des templates de call mail, tu vois, un peu classiques, quoi. Et du coup, tu vois le mec en costume qui débarque au milieu et puis bonjour, first name, machin, tu vois, et bref, du coup, ça donne des situations qui sont assez marrantes, quoi. Et bref, donc en termes de content marketing, il y a pas de trucs sympas. Toujours est-il que l'outil est un outil IA qui est un coach pour les emails de prospection. Et ça m'a fait penser à ce que tu disais par rapport à la personnalisation, mais typiquement, on est bien là-dessus, quoi. Tu vois, je sais que par exemple, par rapport aux ads aussi, tu as des outils comme ça qui te permettent d'aller tester, notamment Google Ads, d'aller tester, de générer des titres, des descriptions avec le bon nombre de caractères par rapport à ce que tu disais dans la construction de tes publicités, que ça peut aussi te permettre de gagner du temps ou d'optimiser ça, quoi. Ouais, tu as un autre outil qui s'appelle Ad Creative, Ouais, qui est assez bluffant, mais c'est le même principe. En fait, il te génère tout, automatiquement. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est vrai, le côté coaching, c'est assez contradictoire de dire ça parce que c'est un truc d'humain généralement, mais les IA sont nos coachs, en fait, ouais. concrètement, vraiment. Donc je vais vite aller voir Lavender parce que je suis nulle en code mail. Ouais, bah écoute, voilà, tu sauras. Mais non, mais c'est vrai qu'en plus, tu vois, c'est pareil, c'est Gong et Mojo, tu vois, qui font des trucs comme ça, je crois aussi, qui sont des outils pour où en fait les sessions de phoning ou les rendez-vous commerciaux sont enregistrés et qui du coup, tu as une IA qui tourne dessus pour te donner tes points d'amélioration par rapport à comment ah bah tiens sur celle-là t'aurais pu répondre de telle façon plutôt à cette objection-là ou tu vois creuser ce point-là et tout et du coup qui deviennent comme tu dis des coachs en fait des moyens d'être plus performants parce qu'elle va jamais faire le rendez-vous commercial à la place d'un commercial il faut pas se leurrer par contre du coup derrière t'as une analyse sur des volumes de données qui sont intéressants et ça tu vois par rapport à ce que tu disais aussi dans le CRM c'est vachement intéressant c'est cette capacité d'analyse sur des gros volumes de données quand tu fais moi j'avais fait une enquête en début d'année sur les salaires du marketing, tu vois, où j'avais ne serait-ce que 150 réponses, mais c'est déjà beaucoup, 150 réponses à 10 questions, tu vois, quand il faut dégager les tendances et tout. En fait, j'ai exporté mon CSV, je l'ai mis dans le chat GPT, et puis je lui ai dit quelles sont les tendances que tu observes, tu vois, quels sont les points un petit peu surprenants par rapport à ce qu'on pourrait attendre et tout. Puis en fait, il m'a sorti plein de trucs sur l'analyse des tendances, sur les chiffres, les moyennes, les machins. Ça m'a pris un export et puis 2 minutes de chat GPT, quoi. Et en vrai, là, tu vois, sur l'analyse de données, on voit la puissance du truc, quoi. Mais en fait, c'est ce que tu viens de donner comme cas d'usage, il est hyper sous-estimé dans les entreprises. Alors après, évidemment, il faut pas partager des données confidentielles, et cetera, mais là, tu viens de parler d'une enquête, ça t'a pris 5 minutes, alors que si tu l'avais fait à la mano, ça t'aurait pris des heures et des heures. Mais oui. Et en fait, aujourd'hui, moi, j'interviens dans les entreprises, notamment pour ça, pour expliquer qu'il y a pas que, comme tu l'as dit, la création de contenu ou le SEO, tu peux aller encore plein de crans plus loin en utilisant un outil. Parce que ChatGPT, aujourd'hui, il est quand même assez multifonction. Tu peux lui mettre une photo, lui dire qu'il te l'a décrit, donc il est en multimodal. Tu peux lui donner du texte et il te donne une retranscription, etc. Il y aura toujours du contrôle humain parce que c'est obligatoire. Et j'imagine que dans tes tendances, il y a peut-être des choses où tu n'étais pas tout à fait d'accord avec lui. Mais le temps que tu gagnes, il est juste incroyable. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Moi, je suis persuadé. Et d'ailleurs, tu vois, on a pas mal parlé de textuel et t'en as parlé rapidement en disant sur ChatGPT. Quand tu disais créa ads, c'est les visuels aussi, justement, les créas, parce que tu vois, on pense à Midjourney, même Dali sont capables de générer des images au final. Est-ce que tu sais si à ce niveau-là, c'est Alors, inclus ou pas? Ad Creative, c'est sur du SIA, donc je Ok, t'avoue que je n'ai pas testé, parce que du coup, il y a pas d'image, mais je suis persuadée que ça doit exister. Sinon, bah, ChatGPT, hein, franchement, moi j'ai fait un test, j'ai fait une formation où j'ai fait des prompts pour des fake, publicités, ouais. marque, de, crème solaire. Bon, moi à Paris, j'ai pas trop vu l'usage, mais, heu, Oui, j'ai il fait fait beau. ouais, tu as de la chance. Ouais. J'ai fait crème solaire, chaussures, et cetera, et il te génère le visuel à chaque fois. Et honnêtement, Dall-E a fait tellement de progrès ces dernières années. Enfin, ces dernières années, je sais pas comme si ça fait 10 ans, mais cette année, en tout cas, Ouais. que tu peux avoir des trucs, enfin des visuels qui sont quand même assez forts, Ouais, c'est clair. utilisables. Tu as une retouche de Photoshop Et ça passe, quoi. et ça passe. Ouais, mais après, tu vois, je pense aussi, même sans partir d'une création de zéro, ce que je veux dire, c'est peut-être challenger ce que toi tu fais, en fait, tu vois, aussi qui est intéressant. C'est, tiens, j'ai fait ça dans tel but, pour telle cible, pour machin, quelle note tu lui donnerais, ou qu'est-ce que t'en penses, comment je pourrais l'améliorer? Et moi, j'avais fait ça sur des plans d'articles notamment, tu vois, par exemple, donc c'était pas, on parle pas de visuel, mais sur des plans d'articles.
de dire, bah voilà, je crée un article sur telle problématique pour telle cible, machin, optimisé sur tel mot-clé, voici le plan que j'envisage. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois? Comment tu le noterais sur 10? Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait, et puis une fois qu'il t'a sorti ta note avec les critiques, qu'est-ce qu'il faudrait pour compléter l'article pour avoir vraiment 10, quoi, au final. Et ça te permet d'aller plus loin aussi dans le challenge de tes propres idées, quoi, de ton Mais travail. carrément, je trouve la démarche hyper intéressante. Et tu as eu une bonne note ou pas? Parce que j'ai peur que l'IA soit un peu biaisée et donne que des bonnes notes. Ah, mais alors, elle donne que des bonnes notes, mais parce que mon travail est excellent. Non, non, je sais plus. J'avais dû, ouais, je devais être tourné à 7 ou 8, tu vois, et puis il te donne des pistes d'amélioration. Mais je le fais noter son propre travail des fois aussi maintenant. Tu vois, quand il me sort un plan. C'est qu'est-ce que tu penses de ton plan? Alors, moi, du coup, forcément, là, il va prendre un 8 ou un 9, mais du coup, potentiellement, il va te dire, ah bah tiens, peut-être que j'aurais pu rajouter ça, effectivement, maintenant que tu le dis. C'est ça qui est rigolo, même dans la formulation. Ah bah, vu que vous le poussez comme ça et puis que vous le dites, effectivement, en le réalisant, je me dis que c'est bien, modeste, ce ChatGPT. Bah, c'est un des pièges et j'ai fait le même test que toi, et en fait, ça fait partie des vérifications que tu peux, checker avec ChatGPT. En fait, il y a plein de façons de prompter, je vais pas rentrer dans le détail, mais une fois que tu as ton résultat, tu peux lui dire, «OK, justifie-moi ton résultat» ou Ouais. «Pourquoi tu me proposes ça?» et en fait, le pousser un petit peu dans ses retranchements, on va dire ça comme ça. Et c'est pareil, moi, je lui ai fait préparer un syllabus parce que je donne des cours et je me suis dit: «Ouais, j'ai trop d'idées, prépare-moi un syllabus, sur telle thématique». Et il me manquait la moitié des informations que moi, il y avait dans mes cours. Donc je lui dis: «Pourquoi tu parles pas de ça? Et est-ce que tu rajouterais ça?» et à chaque fois, il fait: «Oh, excellente idée, je Ouais. l'ajoute. Oh, excellente idée, je l'ajoute». Donc c'est aussi la limite de l'outil, c'est qu'il remplacera pas ton expertise parce que voilà, tu sais qu'il faut parler de ça et tu as une dizaine de sujets, mais il va pas te challenger ça. Il va te donner, tu l'as très bien dit, il va te donner des améliorations sur la structure, mais pas nécessairement sur le contenu. Il va te donner des améliorations sur peut-être des formulations, si ça rentre dans des règles SEO, et cetera. Mais il va pas être apte à te dire, est-ce que le contenu, il est pertinent? Et Ouais. pourquoi? Pour une raison très simple, en fait, l'outil ne comprend pas. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, sans faire de Qui mauvais sont jeu de des mots, outils. mais Non. l'outil ne comprend pas les mots qu'il utilise. En Ouais. fait, une IA, ça fonctionne comme une IA générative, comme une bibliothèque avec plein de tiroirs. Et en fonction des mots-clés que tu vas lui donner, il va sortir de ces tiroirs des choses qui correspondent. Donc c'est l'entraînement qu'on est en train de faire tous, autant que nous sommes avec les IA. Plus on les entraîne, plus ça va être efficace. Mais en aucun cas, l'outil a une compréhension du contexte. Et c'est du coup l'importance d'avoir un pas de recul et de se dire, est-ce que ce qu'il me propose, c'est vraiment bien? Donc de challenger l'outil, c'est bien et puis de garder son regard critique en se disant: «Bah, ouais, quand même, là, c'est pas très poussé, quoi. On peut aller Mmh. plus loin». Très cool. Écoute, merci pour tout ça. Du coup, c'est vrai qu'on parle de bonnes pratiques, de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on imagine. Moi, j'aime bien toujours terminer aussi un petit peu les épisodes pour dire bah, que le marketing, tu vois, c'est pas toujours rose, et puis tout se passe pas bien. C'est quoi un petit peu tes challenges du moment? Oh là, plein, mes challenges du moment, je rentre encore plus dans l'IA, même si je suis déjà bien, rentrée, mais je rentre plutôt, un petit peu plus dans le côté technique et mon challenge, c'est de le vulgariser. Donc il y a des gens qui font Mmh. déjà ça très bien, hein, mais je pense qu'il y a tellement de besoins en formation que ça va pas s'arrêter demain. Mais rentrer un petit peu plus dans le technique parce qu'une fois qu'on a fait la phase d'acculturation et il y a encore beaucoup de travail là-dessus, le step 2, c'est, comment je fais maintenant pour mettre en place un outil qui correspond à mes besoins? Moi, ça, c'est des Mmh. demandes que j'ai beaucoup de la part des entreprises. C'est cool, j'ai compris, mais je veux quelque chose de sécurisé, je veux quelque chose qui fonctionne pour moi, et cetera. Donc, mon défi, ça va être de rentrer plus dans la technique. Alors, dans le digital, on a l'habitude de mettre les mains dans la technique, mais c'est vrai que dans l'IA, c'est un petit peu plus obscur parfois. Mmh. Challenge numéro un. Challenge numéro 2, garder le rythme, parce que là, ça fait 4 ans que j'ai un rythme de production de contenu qui est assez puissant. D'ailleurs, j'en ai fait quelques posts sur LinkedIn parce que, bah, avoir un podcast, tu sais ce que c'est, avoir une newsletter, Mmh. continuer à travailler pour tes clients, à un moment avoir une famille, à un moment donné, il faut voilà. Faut jongler, ouais. Donc continuer à garder un rythme soutenu dans tous les domaines et c'est déjà pas mal. Ouais, ouais. Mais il y a l'IA, du coup, si t'as besoin d'assistance pour créer ChatGPT plus est de mon meilleur contenu. ami. Mais oui. Non, ça c'est vrai, tu vois, par exemple, typiquement dans les transcriptions de podcasts, pour en faire des newsletters, pour en faire des posts LinkedIn et tout, c'est des cas d'usage qui sont pour transformer comme ça des contenus ou les adapter, ça peut pas mal fonctionner, quoi. Bon, après, moi, je suis quand même toujours globalement pour l'instant un peu frustré sur le niveau des transcriptions, mais c'est aussi le problème du marketing, je pense, où on a une espèce de franglais qui est assez catastrophique, qui fait que c'est difficile derrière. Tu le vois, c'est toujours les termes un peu, les anglicismes qui partent à la trappe sur lesquels tu es obligé de retravailler, quoi. Alors il y a un site qui est très bien là-dessus, c'est Descript. Ouais.
C'est gratuit jusqu'à un certain niveau, mais je trouve qu'il est pas mal avec le franglais, justement. C'est un des meilleurs. Et après, tu le mets dans ChatGPT et tu lui dis de te faire un article optimisé pour ton podcast. Enfin, moi, c'est ce que je fais en ce moment. Et je trouve que la méthode, elle est plutôt pas mal. J'allais dire, si on devait résumer notre échange, un petit peu conclure, tu vois, ce qu'on s'est dit, qu'est-ce que tu mettrais en avant? C'est quoi la chose que tu retiendrais de notre échange pour un marketeur qui veut justement s'intéresser à l'IA? C'est qu'il y a plein d'outils à dispo, gratuits ou pas. Là, charge à l'entreprise de voir jusqu'où elle veut mettre le curseur. Qu'il y a plein de solutions sécurisées qui existent et qu'on n'est pas obligé d'aller sur des solutions gratuites, pas sécurisées. Et que clairement, ça peut faciliter la vie du marketeur si il utilise les bons outils et qu'il prend un peu de temps à paramétrer ce qu'il faut paramétrer, puisque c'est pas magique, mais il gagnera énormément de temps derrière et il aura des meilleurs résultats sur son nurturing. Ouais, je pense que tu vois, il y a eu un truc comme ça aussi l'année dernière sur le FOMO. En fait, vu qu'on a eu de l'IA partout, on a voulu mettre les mains dans tous les outils, machin, puis maintenant on est un petit peu en train de revenir, de rationaliser, parce qu'à la fin, un outil, ça doit servir à une stratégie, il faut savoir pourquoi tu le mets en place, et puis le but, c'est pas de multiplier les outils en croyant qu'on va gagner du temps, quoi. Sinon, Exactement. on arrive vite au résultat inverse. Ok, très cool. Bah écoute, merci beaucoup, Elodie. Si jamais il y a des petites questions pour toi, du coup, on peut te retrouver sur Sur LinkedIn. LinkedIn, voilà, mon terrain de jeu préféré. Excellent. J'allais dire, je pense que je pose la question, mais tout le monde répond pareil, donc de toute façon, pour le B2B, il y a encore pas trop de débat. Très cool. Bah écoute, encore une fois, merci beaucoup. C'était très sympa de t'avoir sur le podcast. Et bah maintenant, moi, je te souhaite, j'allais dire un bon week-end même, parce qu'au moment où on enregistre, on est presque en week-end. Merci à toi, merci à tous. Salut. Bon week-end. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.